Bonsoir, j'espère que vous vous êtes bien détendu pendant ce week-end. Alors avant de plonger dans le tourbillon de la semaine, je vous propose de prendre un peu de temps encore pour se parler et pour échanger les uns avec les autres. La nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h. Je vous invite à appeler le 39 21 où vous attendent Paul et Jeanne ainsi que Fabrice Fougerousse qui réalise l'émission ce soir. Et bien sûr, vous pouvez également y participer en m'envoyant tous vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Quel plaisir. Bon, mais tant mieux. Tant quelle mieux. émotion et quel plaisir de vous parler en direct à 13 000 kilomètres avec 2 heures. Oui, d'accord, je comprends mieux. J'allais dire que je vous trouvais un peu loin, mais si vous êtes à 13 000 kilomètres, je comprends. Où vous trouvez-vous ? De La Réunion. De La Réunion. Bon, ben écoutez, la liaison est bonne. Je vois que Fabrice s'agite un peu sur ses petits boutons, mais c'est parce que c'est vrai que vous sembliez un peu loin, mais en même temps, quelle heure est-il là-bas avec le décalage horaire ? Chez nous, il est 1h presque 15, quoi. Ah oui, donc vous veillez vraiment très tard pour nous écouter. Oui. Mais écoutez, j'adore votre émission, donc je suis sa fan et je vous adore personnellement, vous, Caroline, mais au-delà de vous et de votre personne, de votre être, j'adore vos conseils, votre personnalité, votre professionnalisme. C'est gentil, Bruno, ça me touche beaucoup. Hein. Vous m'appeliez de si loin pour me dire tout ça. Et alors, vous avez besoin un peu de mes conseils ce soir ? Alors, d'une manière très succincte. Et le plus possible, de la manière la plus succincte possible. Oui. Toi, je vais vous la décrire d'une manière rapide. Oui. Je suis ce qu'on appelle un enfant de la réconciliation. Mais dès ma conception, ma mère a échoué. Et mes parents ne se sont jamais réconciliés malgré ma conception, ma naissance, mon existence et ma vie. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours manqué, en fait, d'affection, de confiance, surtout, d'amour maternel. 3 petits points, etc. Ma mère a bien tenté de compenser toutes ces absences par l'argent. Elle a essayé de m'acheter durant mon enfance, mon adolescence, mais quelle erreur, quelle fuite. Je suis ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, où j'ai été plutôt un enfant surdoué et en avant sur mon temps. Et pour cela, j'ai toujours dû briller, exceller à l'école, en primaire, au collège, au lycée, pour attirer l'attention. Alors vous voyez, quand j'ai eu mon bac, à 16 ans et demi, elle prétendait que les journaux se sont sûrement trompés, que je devais aller à l'école pour voir si les résultats affichés, mon nom figurait vraiment dessus. Malgré le fait que vous étiez un brillant élève, elle n'était pas. Oui. Vous ne la sentiez pas fière de vous ? Non. Et votre père ? Mon père, il militait de carrière. Oui. Je l'ai perdu lorsqu'il avait 15 ans. Je risque de pleurer, hein, Caroline. Mais ça, c'est pas trop grave. C'est l'émotion qui monte, en fait. Quand vous évoquez votre histoire... J'avais 15 ans, c'était le 4 juin 80. J'ai 48 ans aujourd'hui, hein. Oui. Donc, vous voyez, je suis pas non plus tout jeune, je sais de quoi je parle, hein. Quand il est mort, et encore une fois, ma mère a tenté de me culpabiliser en me rendant responsable de sa mort. Et je vais te dire, permettez-moi, Caroline, de vous tutoyer, là. Permettez-le-moi. C'est à cause de toi que ton père est mort. Et pourquoi qu'est-ce qui lui est arrivé à votre père ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est un militaire de carrière. Oui, donc, c'est dans le cadre de son métier ? Non, parce qu'après, il a travaillé, il était chef comptable, donc il a travaillé en banque. D'accord. Il était malade ? Il a eu un accident ? Non, mais dans l'armée, il a fait le Vietnam, l'Indochine, l'Algérie, et il
qu'il a pris des virus, enfin, pas des virus, j'aime pas trop le terme, mais bon, il a eu l'amibiase, il a eu des bronchites chroniques extrêmement fortes, pas soignées, etc. Oui. Donc, il est mort d'insuffisance respiratoire. Oui. Pourquoi votre mère a tenu des propos aussi terribles, puisque même encore tant d'années après, ça vous fait pleurer, enfin... Pourquoi elle vous rendait responsable de la mort de votre père? Il y a 2 raisons. Oui. Je suis un fils d'une fratrie de 4 enfants. D'accord. Je suis le dernier. Mais ma plus grande sœur, moi, elle a 6 ans de plus que moi. Oui. L'autre sœur, la cadette, elle a 5 ans de plus que moi. Et mon frère, il a 4 ans de plus que moi. Oui, les enfants se suivaient, hein? Voilà, ils se suivaient. Oui. Moi, je suis en décalage parce que je suis de la réconciliation. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que cette formule-là, l'enfant de la réconciliation, qu'est-ce qui s'était passé dans le couple de vos parents? Ils voulaient se séparer? Qu'est-ce qui se passait? Non, ils étaient séparés. Et pour récupérer mon père, si vous voulez, ou si tu veux, je sais même pas si je peux... Non, ça changera rien. Ça apporte. C'est pas pour ça qu'on est plus proche parce qu'on se tutoie. Non, absolument. Voyez, non, je crois pas. Je trouve que c'est un faux semblant parce qu'on se tutoie, on est plus proche. Bon, voilà. Oui. Mais ça me permet à moi de communiquer un peu plus facilement. Donc, la réconciliation, c'est parce qu'elle voulait récupérer mon père, qui est un peu volage, on va dire ça comme ça. Oui. Et être enceinte avec lui, c'était sa façon à elle de le ramener à la raison, de lui dire que il faut qu'il revienne, etc. Oui, elle était très attachée à votre père. Je suppose. Il était militaire de carrière et elle est fonctionnaire de l'armée parce qu'elle travaillait dans le civil. Et il est revenu, votre père, à ce moment-là, quand il a su qu'elle vous attendait, il est revenu vers votre mère, Oui. J'étais son petit chouchou, quoi, en fait. De votre père, le chouchou Ah oui, en plus, d'accord. Je m'appelle Bruno, hein. Oui. Et pour mon père, j'étais nono. Et quand il disait nono, c'était... il avait tout dit. Alors, quand il est décédé, c'est vrai, et je le reconnais, comme tout militaire qui se respecte, et bon nombre de militaires sur Europe 1 qui écoutent ton émission saura de quoi je parle. Les militaires ont une tendance à l'alcoolisme, à boire. Et je ne sais pas si c'est propre aux militaires. Quand j'avais 13 ans, j'ai eu une crise de gueule, quoi, une crise d'adolescence, et on s'est un peu fâché, pas fâché au sens propre du terme, parce que c'était pas non plus une fâcherie, quoi, tu vois, j'avais 13 ans, mais on s'est pris un peu la tête, quoi, on va dire ça comme ça, parce que je fumais en cachette, et il m'a découvert, etc., mais voilà, c'était pas plus méchant que ça. Mais donc, quand il est décédé, que j'avais 15 ans, elle m'a dit que mon père était mort à cause de moi parce que je lui faisais plus le bisou tous les matins quand je partais à l'école. Je lui faisais plus le bisou quand je revenais de l'école à midi, quand je repartais à 13h. Oui, mais enfin, vous voyez bien à quel point ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi elle vous en voulait autant? Pourquoi? Parce que justement, vous étiez, on sent à quel point vous aviez de l'affection et de la tendresse pour votre père. Est-ce qu'elle était jalouse de ça? Vous étiez le préféré de votre père et jalouse peut-être de l'intimité que vous aviez tous les deux et qu'elle ne pouvait pas avoir ou plus avec lui? Oui. Parce que c'est pour ça qu'elle vous a pris un peu en grippe. C'est à l'hôpital. Et dans le temps, quand j'avais mes 15 ans, j'avais une mobilette, c'est une moto, hein, et parce qu'il était assez délicat, et donc je lui ai apporté à manger tous les midis et tous les soirs en moto à l'hôpital, dans des gardes-manger militaires, quoi, si tu veux. Donc, bon, passons là-dessus, passons. J'ai fait mon deuil de ça m'a coûté 5 ans de ma vie, mais passons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait souffrir comme ça? Je ne suis pas non plus en sociologie et en psychosociologie, donc je ne suis pas non plus
Je sais de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous m'appelez et on vous sent à quel point il y a tous ces souvenirs qui sont extrêmement présents dans votre esprit. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mal aujourd'hui? Parce qu'on sent quand même à quel point c'est difficile pour vous quand vous évoquez cette histoire, cette enfance. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on va rester sur le... Oui, moi je vous vois. Si vous voulez me tutoyer, vous me tutoyez. Mais moi je vous vois. Oui. Bon, j'ai pas vécu dans les îles et j'ai pas votre culture là. Voilà, j'ai du mal à tutoyer. Hein. Non. Et puis voilà, donc. Après sa mort, quand j'avais 15 ans, mon plus grand frère, il avait donc 19 ans, il a 4 ans de plus que moi. Oui. Il était dans l'armée lui-même, comme son père, comme mon père. Il n'a pas assisté aux obsèques de mon père parce qu'il était absent. Donc j'ai dû endosser en tant que dernier fils, ou seul fils, ou unique fils, j'ai dû endosser cette casquette paternelle et protectrice envers ma mère, parce que j'étais quand même surdoué, extrêmement intelligent, et je le suis toujours. Donc j'ai dû endosser cette casquette. Et j'ai protégé mes frères et mes sœurs plus âgés que moi, bien sûr. Oui, mais... pourtant ils étaient plus âgés. Donc pourquoi vous revenez à vous cette mission de protéger? Ils ne savaient pas se protéger eux-mêmes. Et ma mère me demandait à chaque fois un exemple. Vous voulez un exemple très simple? Ma première sœur aînée, qui a 6 ans ou 7 ans de plus que moi, elle était mariée, elle a divorcé et son mari l'a harcelée. Ma mère, quand j'avais 17 ans et demi, m'a demandé à moi de répondre, de décrocher le téléphone et de dire à ce gendre, à l'ex-mari, à l'ex-mari de ma grande sœur, de lui foutre la paix, d'arrêter de la harceler, etc. Donc j'ai pris cette casquette. Et j'ai toujours fait ça. Sur le plan fiscal, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan familial. J'ai toujours été le médiateur, en fait. J'ai toujours été ce centre. Et aujourd'hui, vous aimeriez qu'on s'occupe de vous un peu? Bon, alors... Mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, ce que j'aimerais dire, c'est que mon père... Il a réussi sa vie, il avait 33 ans, puisqu'il était militaire de carrière, il était en retraite à 33 ans. C'est vrai qu'il a bossé dans le civil, mais il aurait pu aussi s'abstenir. Hein. Donc, mon père... Mais Bruno, on sent à quel point cette figure du père, elle est omniprésente, et à quel point elle vous accompagne aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais comprendre, dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et que vous êtes replongé comme ça dans votre enfance? Parce que on sent que c'est important d'en parler. Oui, vous êtes mariés, donc... Nous nous sommes rencontrés, nous avions 17 ans. Nous nous sommes mariés à 21 ans, donc 4 ans plus tard. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours mariés. Nous avons donc 31 ans de vie commune, on va dire ça comme ça. Comment vous entendez-vous? Pardon? Comment vous entendez-vous? On s'entend plutôt bien, on va dire ça comme ça. Bon. Vous avez des enfants? Oui, plutôt bien. Mais il y a un autre problème en fait, c'est que aujourd'hui j'ai 48 ans, mais c'est vrai qu'après 31 ans de vie commune, je me suis retrouvé à un moment donné de ma vie au chômage. On a 3 enfants. Le premier, il est aujourd'hui en Master 2. Il est ingénieur en économie et en finance. Ma deuxième est en licence de droit. Et mon petit dernier, il a 13 ans. Mais tous les 3 sont surdoués. Il est en 4e. Mais aujourd'hui, ma femme, je l'aime, j'en suis sûr. Je ne l'ai jamais trompée. Et elle non plus, elle ne m'a jamais trompé. Mais il me manque autre chose. Je ressens un immense mal-être, un immense vide. Ma vie semble ne plus avoir aucun sens parce que je ne travaille pas. Je ne travaille Pourquoi plus. Vous ne travaillez plus? Toute ma famille m'a laissé tomber. Bruno, pourquoi vous ne travaillez plus? Vous êtes en arrêt depuis quand? Parce que j'ai été licencié économique. Oui. Quand? Bon, c'est parti au tribunal. Il y a combien de temps? Et on s'en fout. Et il y a combien de temps, Bruno, que vous avez été licencié? Vous m'entendez ou pas? Il y a combien de temps vous... J'ai monté, je suis au chômage depuis 2010. D'accord. Non, pardon, depuis 2001, pardon. D'accord. J'ai créé une société en 2006
2006, Ouais. 2008, non 2006 et que Peu j'ai dû importe. fermer Oui, oui, oui. 2009. D'accord. Et donc, vous ne travaillez plus depuis cette période-là. D'accord. Voilà. Votre femme est auprès de vous, vous soutient, vous Elle est réconforte? là. Oui. Oui, mais vous semblez quand même très déprimé, Bruno, là. Vous voyez, quand Oui. vous me dites que vous n'avez plus votre vie n'a plus de sens, vous vous sentez inutile, vous êtes replongé dans ce passé, dans ce manque de mère et de père quand vous l'avez perdu. On sent à quel point vous êtes très, très vulnérable. Et c'est vrai que vous avez tout porté sur vos épaules depuis, vous dites déjà tout bébé, en venant au monde, vous aviez déjà une mission qui était de réconcilier vos parents. Une mission Oui. impossible parce qu'on sait qu'un enfant n'est pas là pour réconcilier un couple. Bon, après, le fait que vous avez été le préféré de votre père, ça vous a mis en porte-à-faux vis-à-vis de votre mère, parce que ce couple était un peu brinque-ballant quand même, hein, vous le dites. Votre mère était très attachée à votre père, qui lui était plus volage. Bon, et en étant son préféré, votre mère pouvait mal le prendre, finalement, mal le vivre, hein, parce que elle recherchait aussi certainement l'affection de votre père. Et malheureusement, quand vous avez perdu votre père, vous avez perdu un point d'appui, et elle vous a demandé d'être le père, de remplacer le père pour toute la famille. Ce qui, alors, déjà, vous étiez dans un chagrin immense que vous n'avez certainement pas pu vivre, vous n'avez pas pu être accompagné dans ce chagrin, dans ce deuil, parce qu'on vous a donné un rôle qui n'était pas le vôtre. Depuis que vous êtes venu au monde, on vous donne des rôles. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, vous voyez, ça serait bien de trouver un lieu pour déposer tout ça. Je vois que vous avez dit d'ailleurs au Standard à Paul que vous envisagiez d'en parler, peut-être de vous faire aider, parce qu'il ne faut pas rester dans cet état-là. Mais est-ce que à la Réunion, vous dites que c'est compliqué, c'est plus compliqué à la Réunion de se faire prendre en charge psychologiquement? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Non. Simplement, si vous voulez, il y a des tabous. Oui. Il faut savoir quand même qu'à la Réunion, on a 50 ans de retard par rapport à la métropole, hein. Mais consulter. Consulter, c'est quoi? C'est encore comme si on était fou, pas bien? Légèrement péjoratif. Ouais. Alors. Oui, mais vous savez, Bruno, il y a quand même, quand on consulte, alors je sais que sur une île, effectivement, tout se sait et on voit. Bon, mais en même temps, il y a quand même un secret. Ce que vous dites, ça ne sort pas. Le professionnel que vous allez voir, il est tenu au secret. L'important, c'est quand même que vous alliez mieux. Au moins, peut-être, en parlant déjà à votre médecin généraliste, parce que là, vous êtes extrêmement déprimé. Alors, vous savez, pour information, hein, j'ai repris mes études, j'avais 45 ans. Enfin, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2010. Hein. Ouais. On est en 2013, j'ai 48 ans. Oui, donc, oui. j'ai préparé un master, je l'ai eu. Et je pensais, au travers d'un diplôme, voyez-vous, au travers de quelque chose de valable qui soit reconnu dans la société par la vie, que je pouvais redevenir ce que j'ai pu être auparavant, retrouver un travail, être respecté, respectable, pouvoir me réaliser, être ce que je suis, mais vraiment ce que je pourrais être, mais dans toute mon intelligence et au travers de toutes mes expériences professionnelles et de vie, malgré toutes mes capacités psychocognitives. Je me suis intéressé à la philosophie, à la théologie, mais je n'ai rien, la société ne m'apporte rien. Et aujourd'hui, c'est vrai que mes enfants excellent, mais moi-même qui suis comme mon père a été pour moi, j'ai cette impression que Bruno, je ne suis plus le modèle. Non, mais bien sûr que oui, vous souffrez par rapport à vos enfants de ne pas être le modèle que vous avez eu, vous, en la personne de votre père. Mais parce que vous vous dépréciez terriblement. Vous ne vous voyez plus tel que vous êtes. Mais oui, mais c'est pas. Je vais vous dire une chose. Déjà, c'est pas parce que c'est vrai que c'est très déprimant d'être au chômage, de se retrouver sans emploi parce que vous êtes jeune. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui gangrène assez. On a le sentiment qu'on ne vaut plus rien. Pour autant, vous savez bien que, c'est pas parce que vous n'avez plus de travail que vous n'êtes pas quelqu'un de respectable et que vos enfants ne vous respectent pas, ne vous estiment pas, ne vous aiment plus. Vous restez leur père, quoi qu'il en soit. Alors un père qui actuellement
a vécu des revers professionnels, mais pour autant, tout ce que vous les avez transmis à vos enfants et ces valeurs, notamment le travail, l'étude et autres, vous voyez bien qu'ils les mettent en pratique eux-mêmes. Puisque tous vos enfants réussissent. Bon, simplement, vos enfants, ils se rendent bien compte que le contexte économique est ce qu'il est aussi et que c'est pas simple. Est-ce que vous pourriez m'autoriser une parenthèse affective cette fois-ci? Au-delà du professionnel, je profite que je vous ai. J'ai rencontré par téléphone, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, une femme qui a su m'écouter, qui a su me flatter, satisfaire mon ego, mes attentes intellectuelles. Et on s'est rencontrés que 2 fois, que 2 fois dans ma vie. On a flirté légèrement. Et j'ai eu peur et j'ai dû arrêter, couper court parce que je voyais bien que je me perdais. Et pour sauvegarder mon couple, ma femme et l'équilibre de ma famille, il fallait que j'arrête. Parce que j'ai trouvé une écoute, une oreille active. Oui. Alors, c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Mon seul refuge aujourd'hui, c'est l'alcool, parce que mon épouse ne me reconnaît plus, elle ne me comprend plus, je ne suis plus ce qu'elle a connu, ce que j'étais. Et la question existentielle de ma vie, en fait, de mon couple, avec mes enfants, ça va. Ils m'aiment, donc ils me comprennent, ils me comprennent, c'est ce qu'ils... Oui, mais ils vous aiment, c'est ça, c'est pas... me donner, mais... Ils en souffrent aussi, je le sais. Mais ce qui doit le plus les faire souffrir, Bruno, c'est pas que vous n'ayez pas actuellement de travail, c'est de vous sentir malheureux. Et c'est pour ça qu'il est important que vous acceptiez, vraiment. Vous m'appelez pour en parler. Vous me parlez de cette femme que vous avez vue 2 fois, avec qui vous avez vu un petit flirt. Oui. Bon, c'est pas grave ça. C'est vous-même, vous vouliez rester fidèle à votre épouse, donc vous avez mis un terme à ça. Mais ce que vous recherchiez, vous le dites vous-même, c'est une écoute. C'est quelqu'un qui, à un moment, vous vous êtes senti écouté, compris. Vous avez trouvé du réconfort auprès de cette femme. C'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Bon, donc ça, vous pouvez le trouver en faisant un travail sur vous, en allant voir vraiment un professionnel. Parce que, évidemment, il y a le refuge de l'alcool. C'est le plus facile. L'alcool, il est à portée de main, on l'a partout. Et au départ, c'est le meilleur des anxiolytiques. Il fonctionne très bien. C'est un très bon anxiolytique, au départ. Mais après, si vous voulez, ça anesthésie la souffrance que l'on a en soi. Alors, il y a du plaisir en plus, mais en plus, c'est un très bon anesthésiant. Le problème, c'est que après, ça fonctionne plus. Et ça entretient, au contraire, la détresse et la dépression. Vous voyez? Donc, c'est un puits sans fond. Donc, à un moment, bon, vous avez basculé là-dedans parce que vous êtes malheureux et je veux dire, il y a un vide, ce vide que vous évoquez, que vous ressentez actuellement, parce que vous n'avez plus de travail, parce que vous avez l'impression que vous n'avez plus de valeur. Il vient de très loin, Bruno, ce vide. Oui. Il vient de votre histoire. C'est pas un hasard si vous avez commencé à me parler, non pas de ce que vous vivez aujourd'hui, dans votre couple, de votre situation professionnelle, mais de vous, enfant, de vous, bébé. Vous savez, parce que vous savez très bien, au fond, vous avez les clés à votre problème. Et c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez en parler à quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce marasme. Vous savez que les clés, ça part de votre enfance. Vos blessures, elles sont là. Du fait que ça a été difficile d'être aimé pour vous-même, parce que très tôt, vous avez eu une mission. Bon. Et finalement, être regardé, être aimé pour vous-même, parce que vous avez une valeur en vous-même, Bruno. Et pas parce que vous apportez aux autres, à vos parents en le servant de lien, après à votre mère et à vos frères et sœurs parce que vous remplaciez votre père, et aujourd'hui, par rapport à votre épouse et à vos enfants, parce que vous êtes un père qui réussit, qui a une entreprise, qui ramène de l'argent et qui est brillant. Vous avez une valeur bien au-delà de ça. Vous avez une valeur, vous, en tant que Bruno, en tant que personne. Mais ça, vous le savez pas. Caroline, où est-elle, cette valeur? Mais mais parce que... Pourtant, ma vie, elle a cherché, elle a recherché. Oui, mais parce qu'actuellement, vous êtes très, très...
très malheureux, très déprimé, très angoissé. C'est pour ça que vous faites ce retour sur vous-même et sur votre enfance. Et vous avez raison d'une certaine façon, mais vous avez raison si vous le faites en étant accompagné. Parce que pour le moment, vous le faites tout seul et c'est terrible parce que vous comptabilisez tous vos manques. Tout ce qui vous a manqué. Et vous ne voyez pas tout ce que vous avez réussi aussi dans votre vie, tout ce que vous avez surmonté. Vous voyez, vous faites un bilan en négatif. Vous ne faites pas le bilan en positif de votre vie. Or, toutes ces qualités intrinsèques que vous avez, elles ne sont pas parties. Simplement, en ce moment, vous êtes très malheureux et vous êtes à l'intérieur de vous-même à voir tout ce qui manque. C'est comme si c'était un gouffre, vous êtes aspiré par ce gouffre. Donc il ne faut pas vous laisser aspirer par ce gouffre. Il faut à un moment, comme vous le faites ce soir, c'est-à-dire en disant, enfin, vous écoutez l'émission, vous écoutez des gens qui se confient dans leur détresse, mais ce soir, c'est vous qui avez eu envie d'appeler, parce que vous sentez bien que vous avez besoin d'aide. Donc, moi, je peux vous dire, l'aide que je peux vous apporter, c'est de vous dire, allez voir quelqu'un, allez parler de tout ça, parce que vous allez trouver là où vous êtes à la Réunion des professionnels qui vont vous aider. Peut-être qu'ils vont vous aider à un traitement, peut-être, en tout cas, un lieu pour être écouté. Ce que vous avez vécu avec cette femme, mais cette femme, vous avez senti que ça pouvait vous mettre en danger parce que par rapport à votre couple et vous avez envie de rester fidèle. Bon, donc, allez parler de vous. Il ne faut pas que vous vous enfonciez comme ça. Vous vous détruisez, vous vous faites du mal. En fait, pour conclure, parce que je ne souhaite pas monopoliser l'antenne à outrance, et il y a bien d'autres auditeurs qui attendent. J'ai 4 questions en fait que je me pose et que je te pose à toi ce soir, et permets-moi de te tutoyer là. Qui suis-je donc? Quelle est donc ma mission sur cette terre? Pourquoi suis-je donc né? Pourquoi suis-je là? Bon, alors justement, moi écoutez Bruno, pardon, on va conclure là-dessus parce que Bruno, vous m'écoutez? Bruno? Oh, vous partez là. Vous êtes parti, vous m'écoutez plus. Bon, je vous ai parlé. Vous avez l'impression qu'effectivement, la mission que vous avez, c'est toujours relié aux autres, aider les autres. Vous avez présenté, les premiers mots que vous avez prononcés, c'est que vous êtes un enfant de la réconciliation. Donc en fait, votre existence était un trait d'union entre votre père et votre mère. Vous vivez comme ça, comme le sens qu'a votre existence, c'est votre existence en elle-même. Vous savez, parfois, moi qui me sens très proche du règne animal et autres, je trouve que on apprend beaucoup en les regardant vivre. Ils cherchent pas à donner à tout prix un sens à leur existence. Vous les regardez vivre, ils vivent pleinement. Voilà, ils vivent. Et parfois on a besoin, quand on est dans les tourments comme ça, de regarder un peu autour de soi et de dire que la vie en elle-même est quelque chose de quelque chose de très puissant et de formidable. Mais encore faut-il pour ça arrêter de se dire, de vous donner des missions comme celles qui vous ont été confiées dès votre naissance. Donc c'est de tout ça dont il faut parler. Parce que là vous vous torturez, vous faites les questions et les réponses et en vain. Et vous vous abîmez dans l'alcool. Donc à un moment, prenez-vous en charge, allez parler. Vous avez porté beaucoup les autres et vous n'avez pas eu le choix. Essayez maintenant de vous aider vous. Parce que votre vie en elle-même vaut la peine, sans que vous ayez une mission de quoi que ce soit. J'ai passé ma vie à aider les autres. Oui, ben justement, voyez, je reçois des messages pour conclure. Il y a Ludovic qui dit, il y a des centres médico-psychologiques, des cabinets psychologiques à La Réunion. Il y a vraiment de quoi se faire aider. Moi-même, j'habite à La Réunion, dit Ludovic, et ce monsieur a vraiment besoin de faire un travail pour poser ce lourd fardeau qui est son passé. Et First Lisa qui dit, bien sûr qu'il y a beaucoup de chômage aussi à La Réunion, mais vous avez des qualités. La première des choses est de consulter rapidement un psychiatre qui vous permettra d'aller mieux. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous verrez votre situation différemment. Un psychologue ou un psychothérapeute? Allez voir un psychiatre, parce que je pense que là, par rapport à... je pense qu'il y a quand même un état dépressif chez vous et que ça serait important que vous soyez vraiment accompagné. First Lisa qui dit, vous êtes très touchant et vous avez toute ma sympathie. Merci de votre appel et vraiment, allez consulter Bruno. Pauline, et j'apprécie vraiment, mais vraiment d'une manière très sincère, votre démarche. Prenez soin de vous. Énormément, Caroline. Mais vous aussi, ne doutez pas que vous êtes quelqu'un d'infiniment respectable. Donc, ne l'oubliez pas. Et après avoir aidé les autres,
acceptez de vous aider vous. Bon courage Bruno, au revoir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Voilà, nous autres, j'ai besoin de votre conseil pour la bonne raison que nous sommes dans une situation un peu stressante. Oui. Notre fils est en instance de divorce. Oui. Depuis 6 ans que cela dure et la garde il a l'autorité parentale de sa fille. Mais voilà, 2 ans, ça va faire 2 ans au mois d'août qu'il ne l'a pas vue et que nous ne la voyons pas. Elle a quel âge, cette petite fille? Elle va avoir 15 ans. D'accord, donc c'est une jeune fille. Alors donc, nous sommes inquiets parce que, vu la situation... Oui, c'est long, 2 ans, oui. 2 ans. Alors, bon, au départ, porter plainte pour non-présentation d'enfant, ça n'a rien donné. Elle a un frère qui a 21 ans. Aucun contact avec son frère. Aucun contact. Donc il a un fils, il a une fille de 15 ans et un fils de 21 ans. Fils de 21 ans, oui, que nous avons en charge parce que la situation du papa, avec la pension alimentaire, il paye régulièrement la pension alimentaire. Hein, de ce côté-là, et nous avons pris en charge, nous autres, le petit à notre charge. Hein. Mais attendez, je comprends pas. Votre petit-fils de 21 ans? Eh oui, il est étudiant. D'accord. Mais lui, vous le voyez ou pas? Ah oui. C'est la jeune fille, c'est votre petite fille que vous ne voyez pas? C'est notre petite fille que nous ne voyons pas. Ni le papa, ni son frère, ni les grands-parents. Elle a rompu tout contact. Même avec... Elle est qu'avec sa mère? Ah oui. Elle a pris le parti de sa mère? Oui, la mère l'a montée, même c'est les plus proches amis qui ont été presque de la famille pour elle. Elle a tout rompu. Depuis 2 ans, donc depuis ses 13 ans. Oui. Mais pourquoi ce divorce dure depuis si longtemps? 6 ans, c'est très long. Qu'est-ce qui se passe? C'est très conflictuel entre votre fils et son ex-femme. C'est une question, là. C'est assez compliqué. Au départ, certainement. Nous n'avons pas voulu nous emmêler. Oui. Mais là, cette fois-ci, il y a des choses qui sont là. C'est scandaleux. On est effondrés, autant le papa que nous. Et nous sommes des personnes âgées. Hein. Alors et pourquoi ça traîne autant? C'est parce que ça, c'est vrai que ça complique les choses, ça amène les enfants à prendre position. Peut-être la mère qui instrumentalise un peu en critiquant. Bien sûr, parce que avec la pension alimentaire qui lui verse, si on vous disait la pension alimentaire, au départ, elle ne travaillait pas. Elle a vécu pratiquement de la pension alimentaire, du chômage, des allocations. Quand on vous dit qu'elle a un revenu de 3 000 € par mois, alors que nous autres, de simples retraités, on est obligé d'avoir la charge de notre du petit-fils. Et pourquoi elle participe pas à l'éducation s'il est en prépa effectivement de son fils? On aimerait avoir un renseignement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle participe à l'éducation? Oui, parce que c'est terrible. C'est comme si c'était partager les enfants. Enfin, c'est-à-dire il y a d'un côté comme si les enfants étaient amenés à faire un choix et s'ils gardaient un lien avec un parent, c'était au détriment de l'autre. Qu'ils devaient choisir entre leur père ou leur mère. Donc vous avez votre petit-fils qui est du côté paternel et du coup la mère ne participe plus du tout. On a l'impression comme s'il avait trahi, donc elle participe plus. Et puis votre petite fille, elle est du côté de sa mère. Mais ce que je comprends, c'est que votre fils, et il a tout à fait raison, parce que en donnant une pension alimentaire, même si pour le moment il n'y a plus que ce lien-là, il montre que sa fille compte pour lui. C'est symbolique l'argent, hein. C'est une façon aussi. Bon, ça me fait plaisir de vous entendre dire, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'argent. On lui a envoyé des messages à la petite, elle ne répond pas. J'ai essayé de lui téléphoner, elle m'a envoyé promener. Nous autres, la famille, c'est important. Les repas de famille, il n'y en a plus. Elle n'y est plus présente. Oui, elle cherche à démolir, elle en veut terriblement à votre fils. Et qu'en disent les avocats? Parce que les avocats peuvent essayer quand même. Justement, là, c'est ce qu'on pense, et ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, bien sûr. Voir un avocat pour voir
quelle situation on peut faire vis-à-vis de, premièrement, notre petit-fils qui est en prépa, qui va partir en école. Quelle situation? Qu'est-ce qu'il en dit, votre petit-fils? Est-ce qu'il il ne voit plus sa sœur non plus? Ah non. Au départ, il la voyait, mais depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il n'y a plus aucun contact. Oui, mais alors elle est en pleine adolescence. Elle est en pleine adolescence. Alors il y a avec une mère qui lui monte la tête, peut-être contre son père. La chose qui compte, c'est les sorties, les toilettes, catastrophe, les études, n'en parlons pas. Alors, mais les avocats, que disent-ils par rapport au fait que si votre belle-fille, votre ex-belle-fille va à de tels revenus, comment se fait-il qu'elle ne participe pas à l'éducation de son fils et que votre fils soit obligé de donner une pension assez importante? Bon, pour la petite fille, je comprends, mais vous voyez que là, les avocats peuvent intervenir là-dessus. Il y a bien un juge aux affaires familiales. Pourquoi ça? Écoutez, on a saisi le juge des affaires familiales. Alors, bon, il a une profession libérale. Oui, votre fils, d'accord. Oui, mais il est à son compte. Hein. Oui. Mais il travaille tout seul, avec les charges et tout. On est obligé de subvenir. Oui, je comprends. Oui, c'est vous qui, avec votre petite retraite, finalement, aidez, contribuez aux études de votre petit-fils. Ah oui. Oui, mais là, ça va. Et est-ce que votre petit-fils voit sa mère? Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la voir ou parce qu'elle refuse de le voir? Ah ben non, mais vous voyez, pour la fête des mères, c'était sa fête des mères. Oui. Mais vous voyez, elle n'a pas répondu. Oh, c'est terrible, oui. Pourquoi? Parce que lui si vous voulez, sans prendre parti, mais est resté proche de son père, proche de vous, donc comme si elle lui faisait payer, là, pour le coup. Eh bien, mais c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a fait depuis longtemps. C'est ce qu'elle a fait depuis longtemps, parce que je vous dirais que pendant 10 ans, pratiquement, nos petits-enfants, on ne les voyait presque pas. Mais alors, justement, il y a une question de Brigitte, là, par SMS, puisque vous dites que ils sont en cours de divorce, en procédure de divorce depuis 6 ans, mais que ça fait véritablement 2 ans que vous ne voyez plus votre petite fille. Brigitte demande si s'est passé quelque chose il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose de plus compliqué, ou est-ce que ça s'est dégradé progressivement? Ah ben, ça se dégrade de plus en plus. Ouais. Ça se dégrade de plus en plus. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour elle. L'argent. L'argent, exactement. L'argent. Mais oui, mais pas seulement, semble-t-il, parce que elle cherche aussi. Elle a entraîné les enfants dans ce tourbillon de colère, de ressentiment, d'amertume, et c'est comme si les enfants, devaient prendre position. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que même pour votre petite fille là, elle voit bien que au fond, son frère a gardé un lien avec le père, avec vous. Eh bien, il le paie en ne voyant plus la mère. Donc, on peut penser, elle est beaucoup plus jeune. Elle avait, vous dites, il y a 2 ans qu'il y a eu la rupture, mais ça dure depuis 6 ans. Donc, elle était vraiment petite. Au départ, elle était très proche de son père. Mais elle avait 9 ans. Oui, mais vous imaginez l'influence qu'on peut avoir sur une enfant si petite, et où, si elle vivait, quand ils se sont séparés avec sa mère, c'est ça, les premiers temps, elle vivait avec sa mère. De la séparation. Oui, bon, donc finalement, l'enfant, quand il est petit, il sent bien qu'il est dépendant, et il a pas envie de se fâcher, de se mettre mal, de se sentir abandonné par le parent qui, dans les faits, s'occupe de lui au quotidien, même si elle voyait son père qui avait un droit de visite. Il l'avait le mercredi, le mardi soir il l'avait, le mercredi aussi, un week-end. Oui, je n'en doute pas qu'il était très présent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant qui vit la majeure partie de son temps, quand même, chez le parent qui en a la garde, son équilibre, il est là. Sa sécurité affective, elle est là. Ça ne veut pas dire que l'autre parent, qui a un droit de visite, ne compte pas énormément pour lui. Mais si vous voulez, elle peut pas
elle a senti implicitement ou explicitement que c'est comme s'il y avait un choix à faire, ce qui est terrible parce que c'est faire une grande violence aux enfants. Mais ce qu'on peut, et donc du coup, ça montre que toutes les démarches que fait votre fils, pour le moment, reste lettre morte. Pour autant, j'imagine que quand même, à des dates importantes, l'anniversaire de sa fille, les dates des Noëls et tout, il veille à mettre des petits mots, à être présent. Des messages et tout, il l'a invité. Il a raison. Même, il lui a dit si elle voulait aller au restaurant avec son frère pour son anniversaire. Voilà. Elle répond pas. Oui, mais elle répond pas parce qu'on peut penser qu'il y a vraiment la mère qui est derrière et que répondre, c'est prendre le risque d'être rejeté par la mère, qui est pour le moment son pilier. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire, c'est terrible ces situations parce qu'on met les enfants dans des situations. C'est d'une grande violence de leur faire subir ça, parce que les enfants sont complètement instrumentalisés. On parle d'ailleurs, c'est pas encore très reconnu sur le plan juridique, mais d'aliénation parentale, où l'un des parents vraiment aliène son enfant pour se venger de son conjoint. Mais vous savez, avec le temps quand même, ce qu'on constate, c'est que l'enfant de lui-même, quand on lui a autant monté la tête contre son père ou sa mère, parce que ça marche dans les deux sens, il peut avoir le désir à un moment, et surtout en grandissant, de lui-même de se faire sa propre opinion et de se rapprocher de ce parent qu'on a tellement diabolisé. Mais ça sera peut-être un peu tard parce que au point de vue études et tout, c'est une catastrophe. Oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, et puis, Juliette, pour le moment, je comprends que ça vous inquiète, mais en même temps, si cette jeune fille, puisque cette jeune fille est dans une situation terrible où on lui dit, c'est un choix infernal. Comme si elle doit choisir entre son père ou sa mère. C'est effrayant. Donc, si vous voulez qu'il y ait une répercussion sur les études, ça se comprend. Mais ce choix a été fait depuis longtemps, parce qu'au départ, nous autres, nous sommes restés pendant des années en les voyant, en étant obligés d'aller les voir, les enfants. Oui. D'aller les voir. Oui. Si on vous disait combien de fois nous allions passer les mercredis après-midi avec eux pour pouvoir profiter des enfants, eh bien, c'est pas normal. Et puis, quand on vous dit, qu'on prévenait qu'on allait passer et qu'on arrivait, mais madame était partie. Votre fils n'a jamais essayé, par le biais de son avocat, de demander une médiation il y a eu la médiation, il y a tout. Oui, non, mais il y a la médiation, il y a la conciliation au moment du divorce, pour voir si, ils sont toujours d'accord pour divorcer, mais j'entends une médiation familiale c'est-à-dire où quand le couple se déchire, comme c'est le cas, où il y a des médiateurs qui sont soit des travailleurs sociaux, des personnes expérimentées, qui reçoivent le couple en essayant de mettre de côté ce qui est du conjugal et où ils se déchirent pour dire, les mettre face à leurs responsabilités en tant que parents et essayer de trouver un terrain d'entente. Non, mais là, ce sera pas possible. Oui, visiblement, elle a l'air très fermée. Mais il va bien y avoir... Pourquoi? C'est déjà passé. Le juge aux affaires familiales aussi peut, à un moment... C'est passé déjà 2 fois au juge des affaires familiales. Oui, mais pourquoi c'est toujours en cours? Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi? Bien sûr qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais sur quoi ils se mettent pas d'accord? Parce qu'elle fait des fausses déclarations. Oui, mais à un moment, quand même, le juge aux affaires familiales, il va trancher. C'est pas un divorce qui va durer pendant 20 ans, quand même. Je l'espère bien qu'il va trancher. Et quand il verra certaines choses, nous autres, nous sommes scandalisés. Je peux vous dire que ce soir... nous avons eu un rapport avec mon mari, mais nous autres, on est écœurés. Oui, mais Juliette, mais écoutez, moi je trouve que votre fils, vous peut-être... Il est trop gentil. Non. Ouais, mais... Oui, mais vous êtes quand même, vous me dites, vous êtes âgé, je sais pas quel âge vous avez, mais... Oui, on est âgé, 80 ans. Voyez, votre fille, je trouve... Non, écoutez, moi, ce que je trouve pas très normal, Juliette, c'est que je comprends que vous fassiez beaucoup de soucis, mais je trouve que votre fils, je sais pas quel âge il a quoi, 40 ans il a plus, il a 40, il a 48 voyez, ans. Quand il vous fait lire les rapports et tout, je trouve qu'il devrait un peu vous ménager. Parce que vous portez beaucoup de choses déjà. Vous avez la bienveillance de
de contribuer à la... Oui, mais je sais, vous êtes très famille, d'accord, mais votre fils, il est quand même... C'est un homme maintenant, vous voyez, il faut qu'il se fasse... Je comprends. Et c'est formidable qu'il puisse bénéficier de tout votre soutien et de toute votre affection. Oui, Juliette, c'est très bien. Mais je trouve que, vous voyez, ça vous met dans un état terrible et vous n'avez pas besoin de ça quand même. C'est-à-dire que vous êtes au cœur de cette histoire. Déjà, vous êtes malheureux de ne pas voir votre petite fille. La seule petite fille. Oui, mais vous savez, je pense que les choses peuvent s'améliorer avec le temps. Mais je trouve que votre fils vous fait porter quand même beaucoup de... Alors, j'entends, vous êtes aussi... vous avez envie de vous impliquer. Oui, vous êtes très famille, mais en même temps, peut-être que lui, il faudrait qu'il se fasse aider pour essayer, peut-être à ce moment-là, quitte en étant un peu aidé psychologiquement, parce que j'imagine que ça doit être très dur aussi pour lui, à la fois financièrement, évidemment, mais aussi d'être coupé de sa fille. Et pour son travail, mais peut-être pour adopter une autre attitude. Ah oui. Que actuellement, vous voyez, peut-être qu'il est justement, vous dites trop gentil, ou peut-être qu'à un moment il y a peut-être quelque chose à faire et qui fait que ça pourrait débloquer un peu la situation. On voudrait savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que son fils peut demander une pension alimentaire à sa mère? Oh là là, s'il se lance là-dedans, oui, il peut. Bien sûr qu'il y a des enfants qui demandent, mais ça c'est vraiment, on fait ça en dernier ressort et on sait que ça casse définitivement le lien. Donc ça arrangera pas les choses, hein, ni pour votre petite fille et autres. Oui, mais il peut. Mais franchement, quand on a le recours au juridique, ne règle pas les problèmes affectifs et autres. Et derrière, on est dans un règlement de compte. Moi, je pense que votre fils devrait aussi un peu se faire aider, voir du côté de la médiation familiale, faire quelque chose pour voir quelle attitude peut-être il pourra avoir. C'est pas miraculeux parce que si elle est bloquée, elle est bloquée. Voilà. Mais en tout cas, d'adopter peut-être une autre stratégie vis-à-vis de cette femme pour essayer de faire débloquer un peu les choses. Bon courage à vous parce que c'est vraiment difficile. Ah oui. Au revoir. Merci. Au revoir. À vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Alors, suite au témoignage de Juliette qui nous parlait de son fils qui était plongé dans un divorce extrêmement conflictuel, qui ne voyait plus sa fille âgée de 15 ans. Bon, il y a eu un appel de Dominique au 39-21, je la remercie, qui est assistante sociale dans le système scolaire, enfin post-bac, elle a des BTS, et elle dit que les assistantes sociales peuvent être de très bons médiateurs. Elle nous disait hors antenne qu'elle a rencontré ce type de situation. Et qu'à ce moment-là, les parents pouvaient être convoqués, on pouvait faire le point avec eux, et que c'était ils pouvaient jouer ce rôle-là, donc une piste à explorer parce que la démarche juridique, Juliette, la grand-mère posait la question, mais quand un enfant assigne ses parents devant le tribunal pour obtenir une pension, oui, la loi lui permet d'avoir ce recours, mais pour autant, il faut savoir que c'est pas sans conséquence, parce que quand on arrive comme ça devant les tribunaux avec ce recours juridique, c'est que vraiment on a tout essayé, que ça fonctionne plus et souvent ça aboutit à une cassure, quand même, à une fracture du lien. Donc c'est important d'y réfléchir avant. Un petit peu de musique et après nous accueillerons Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Ah ben, je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Alors, voilà, il m'arrive quelque chose un peu, qui m'étonne énormément. Oui. Je suis en train j'ai l'impression que je suis en train d'établir une relation amoureuse avec une prostituée. Oui, c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, non? Non, pas du tout. En fait, pour résumer, ça me fait penser à l'histoire qu'on vient d'entendre. Moi, je suis séparé depuis 1995.
D'accord. Et mon divorce n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y en a qui durent... C'est pas vrai. Oui, Ah oui, bon, oui. mais je savais pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Alors, Enfin, c'est pas le sujet de votre appel, mais Non, comment se c'est fait-il que depuis 95 vous soyez toujours vous n'êtes pas d'accord sur la répartition des biens Voilà, matériels? exactement. Oui, parce que soit c'est pour les enfants, soit c'est par rapport à les biens matériels, quoi. Oui, c'est ça. Ça a été assez difficile au sujet des enfants et de la séparation Oui. du corps, enfin, etc. Mm. Donc ça a quand même été liquidé en 2005, donc ça a quand même duré 10 ans. Et depuis 2005, c'est sur la liquidation des biens que ça bute, quoi. Avec, il est vrai que mon ex-femme aussi laisse traîner pendant plusieurs années par période, et puis reprend les choses, et puis moi je me défends, et enfin voilà, quoi. Et donc seul depuis 95, j'ai eu quelques amis de temps en temps, mais il m'arrivait d'aller voir les professionnels, quoi. Oui. Mais assez peu, 2-3 fois dans l'année. J'ai pas trop les moyens non plus. Et puis, ce ne sont pas des relations satisfaisantes. C'est purement physique, évidemment. Et là, depuis quelques mois, 6 mois même. Oui. Voilà, j'ai fait la connaissance donc d'une jeune femme avec qui le courant passe, quoi. Oui, c'est-à-dire vous vous êtes vu en dehors des prestations tarifées. Exactement. Oui, Oui, parce que c'est ça. C'est parce que je vous pose la question parce que est-ce que vous sentez elle de son côté, il y a quelque chose, elle ressent quelque chose pour vous, parce que vous, ça peut être assez fréquent de s'attacher, voyez, d'avoir une plus grande demande affective, mais elle peut rester dans un cadre professionnel. Non, manifestement, j'ai de bons indices comme quoi c'est réciproque, quoi. Elle a accepté mes invitations à aller se balader. Enfin voilà, je l'ai emmenée au parc de Bagatelle voir les roses. Ça l'a émerveillée. Enfin, vous voyez, très romantique. Oui, je suis très romantique. Ouais. Et voilà. Et puis je lui ai proposé d'autres sorties, des week-ends dans le futur, et ça la tente, quoi, c'est clair. Et dans ce cadre-là, c'est-à-dire c'est vraiment là, elle ne vous fait pas payer le temps que vous passez avec elle. Non, pas du tout. Oui, donc on est vraiment hors cadre, on est dans un autre échange. Je serais toujours un client, sinon. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que parfois il y a le risque de se leurrer sur, c'est-à-dire je comprends qu'on puisse s'attacher quand on est en attente, et puis tomber amoureux, mais c'est une relation quand même très particulière. Mais oui. Et c'est là que je m'interroge énormément. Oui, je suis complètement troublé, quoi. C'est très particulier, comme vous dites, oui. Vous lui avez parlé c'est-à-dire vous avez ressenti cela dès la première fois où vous l'avez vu, ou c'est après en la revoyant, au bout de 2 ou 3 fois. Enfin, déjà dès la première fois, c'est une personne qui est d'abord, elle est très jolie, elle est très douce, elle n'est pas vulgaire, contrairement, souvent ces jeunes femmes sont assez vulgaires. Elle pas du tout. Pas toutes, non. Oui, pas toutes, oui. Elles répondent aussi à ce qu'attendent les clients aussi, c'est-à-dire voilà, on n'attend pas forcément l'élégance, le raffinement, la classe, ça dépend aussi, ce qu'on attend d'elle. Voilà. Et puis, elle a un petit garçon, elle est seule, elle a un petit garçon qu'elle élève, et c'est pour ça qu'elle fait un petit peu ce métier-là, c'est parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études, très peu, et donc elle peut pas faire grand-chose d'autre. Elle est française, elle exerce d'elle-même Oui. D'accord. Oui, c'est important. Je veux dire que c'est pas quelqu'un qui fait partie d'un réseau. Non. Enfin, pas que je sache. Maintenant, je reste très près sur mon... Oui, vous restez un peu circonspect, je comprends. Voilà, exactement. Je suis très méfiant parce que vous savez... Elle vous demande pas d'argent, par ailleurs, c'est ça? C'est quand vous voyez... le fait déjà qu'elle se confie par rapport à sa vie, au fait qu'elle a un petit garçon et autres, c'est... Déjà qu'elle a été quand même en confiance, parce qu'en général, elle ne parle pas de leur vie, pas à leurs clients en tout cas. Oui, mais là, quand on a parlé, c'était pas en tant que client, c'est quand on a été se promener. Oui, donc, voilà. Oui. Et ça y est, j'ai perdu le fil de mes idées. Donc vous me parliez d'elle, du fait que vous restez
Oui, vous vous interrogez sur Oui, je sur reste très cette prudent relation. parce que les tromperies, le manque de franchise et tout ça, j'ai connu avec évidemment avec mon ex-femme et puis avec d'autres amis. Donc bon, puis je commence à avoir un petit peu d'expérience quand même et donc je suis très très méfiant. Mais elle me paraît assez sincère et assez honnête, quoi. Mais alors, est-ce que vous la revoyez aussi? Est-ce qu'il vous arrive de la revoir en tant que client? Mais pour l'instant, non. Ben oui. Parce que, évidemment, ça serait paradoxal. Oui, c'est compliqué. Donc, oui, très compliqué. Très compliqué. Donc, moi, je pensais, dans un futur assez proche, là, j'attendais les beaux jours, l'emmener en week-end. Et puis, bon, Oui. on passera une nuit ensemble, forcément. Oui. Oui, mais c'est un autre cadre et c'est ça que vous lui proposez parce que c'est important à ce moment-là changer de registre et Oui, vous avez été la voir, vous étiez client, oui. Au mais départ. ça veut dire qu'aujourd'hui ça peut paraître paradoxal, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que si c'est une femme dont vous tombez amoureux et que vous sentez qu'elle n'est pas insensible, Oui. puisque le fait qu'elle accepte des rendez-vous, des promenades où là, elle ne vous voit pas en tant que client, mais elle passe des moments avec vous qui ne sont pas tarifés, parce que Oui, il pourrait ne pas y avoir de absolument. prestations sexuelles, mais après tout, considérer que le temps qu'elle passe, elle vous le tarife. Or, c'est Oui. pas le cas. C'est-à-dire que c'est Non. en dehors du cadre de son travail. Absolument. Donc, ça veut dire que si, après tout, là, vous pouvez aujourd'hui, bon, vous conduire comme un homme qui serait amoureux, séduit et qui courtiserait une femme. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'elle soit amoureuse de moi pour l'instant. Vous voyez, je me demande si simplement Oui. elle n'est pas contente de trouver une épaule rassurante. Il y a une différence d'âge importante entre vous? Elle a 35 et j'ai pas loin de 60. Bah, je pense qu'elle doit être sensible. Moi, je peux pas répondre pour elle, mais le fait que quelqu'un la traite avec délicatesse, avec Oui. douceur, Tout à fait. s'intéresse à elle, c'est j'ai important du parce que, respect bon, pour je elle, sais oui. pas, je connais pas le profil des clients, il n'y a pas de profil, les Oui. clients sont monsieur tout le monde, mais j'imagine beaucoup viennent avec un objectif précis, Oui. s'intéressent pas à la vie de À la la jeune personne, femme qu'ils ont oui, c'est ça. en face d'eux. Mhm. Et c'est très difficile. Je pense, j'aimerais bien avoir des témoignages là-dessus. À un moment, j'avais une auditrice qui m'appelait, qui était une professionnelle, mais elle appelait pas pour parler de son métier, elle appelait pour parler de sa vie et son métier. Elle l'évoquait, mais je me souviens d'une confidence où elle disait c'est difficile pour une femme qui travaille dans ce milieu d'avoir une vie privée, d'avoir une vie amoureuse. Oui, C'est compliqué, forcément. ben, forcément. Oui. Et moi, ça me pose énormément de questions, d'interrogations, parce que, bon, si avec le temps, je vois qu'elle est amoureuse de moi, enfin que c'est réciproque, que moi je commence à avoir un sentiment, hein, c'est clair. Bon, je me freine, je me retiens. Je veux pas tomber amoureux comme un cœur d'artichaut, hein, je vais être très prudent. Mais bon, si je vois que c'est réciproque, évidemment, je me laisserai tenter, quoi. Hein. Et alors, comment je vais gérer, moi, tout ça après? Comment je vais gérer? C'est-à-dire gérer si... bon, déjà, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Il faut voir déjà si vous pouvez... ce que vous éprouvez pour elle, si c'est partagé. Vous allez voir par rapport... C'est la première condition. Voilà, hein, c'est-à-dire... Déjà, elle se sent bien avec vous. Ça montre qu'elle se sent bien avec vous. C'est clair, Bon. oui. Après, gérer, c'est-à-dire, vous voulez dire si vous aviez une relation amoureuse avec cette jeune femme, pour vous, ça serait compliqué qu'elle continue à exercer. Évidemment. Alors, déjà, financièrement, moi, j'ai pas les moyens. Je suis en difficulté financière, plutôt pour l'instant. Ce qui va s'arranger dans quelques années, mais prochainement, mais je ne sais pas quand. Donc, pour l'instant, je peux évidemment pas l'empêcher de travailler. Enfin, l'empêcher. Lui assurer les moyens de vivre, quoi. Et puis, donc, première chose... C'est-à-dire que vous ne pourriez pas assumer matériellement cette jeune femme avec son petit garçon.
Voilà, là, pour l'instant, je peux pas, ça c'est clair. Donc, elle serait obligée de continuer d'exercer sa profession, quoi. Ce qui, moi, évidemment, si on tombe très amoureux l'un de l'autre, ça va me chagriner. Ah oui, enfin, forcément, je comprends, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Hein. Même pour elle, ça risque de pas être simple. Enfin, oui. Oui. Enfin, là, je pense un peu égoïstement. Non, mais je comprends que pour vous, ça soit compliqué, oui, si vous aimez cette femme, mais à ce moment-là, peut-être que vous trouverez quand même une autre solution. Et comme vous dites, vous pouvez rien lui imposer non plus. Ah bah non. Mais si elle, de son côté, vous vous engagez plus avant et que elle est très jeune aussi, elle a 35 ans, elle peut envisager aussi d'autres choses. Je sais pas, pour le moment, on est vraiment dans des choses très hypothétiques. Oui. Il faut déjà voir où vous en êtes, comment les choses évoluent dans le cadre de cette relation. Est-ce que vous avez, Brigitte demande par SMS si vous avez évoqué ou suggéré vos sentiments. Suggéré, oui, puisque quand vous lui proposez de la voir à l'extérieur, mais bon, en même temps, le doute que vous avez. Oui. Sur est-ce qu'on est dans le partage, est-ce que c'est réciproque ou pas. Vous savez, elle aussi, elle peut en avoir et sacrément et presque encore plus que vous, parce que elle peut se demander qu'est-ce que vous voyez en elle, qu'est-ce qui vous attire en elle, parce que quand même le fait d'avoir été au départ client fausse les choses et c'est plus à vous de montrer que vous êtes... en fait, je n'ai été client que 2 fois. Vous tombez amoureux. Voilà, je n'ai été client que 2 fois et ça fait 6 ou 7 fois qu'on se voit. Voilà. D'accord, donc oui, les autres fois, c'était vraiment dans un cadre complètement dehors de son activité. Oui. Et donc... et vous lui avez dit plus clairement ou non, pas encore. Vous l'écoutez, elle vous parle d'elle. Oui, on se parle mutuellement. Elle me parle, je l'écoute beaucoup. C'est surtout elle qui parle, qui me voilà. Et puis alors moi je suis un petit peu un charmeur, je dois vous le dire. Bon, donc je ne sais pas si elle n'est pas en train de tomber sous mon charme et que ça s'arrête là, si vous voulez. Hein. Non, mais je vais vous dire, si elle était très, si elle voyait en vous, il y a quelque chose, un client. Le fait de vous voir comme ça en dehors, le temps qu'elle passe avec vous, où vous faites des balades, des sorties, pendant ce temps-là, c'est de l'argent qu'elle gagne pas. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, tiens, je suis en train de le perdre en tant que client. Non, parce que c'est pas dans les mêmes horaires. Elle travaille le matin et elle est libre l'après-midi. Est-ce que vous avez évoqué le fait que vous pourriez revenir en tant que client la voir ? Non plus. Non, parce que c'est ça, elle peut se dire aussi, est-ce que c'est pas une façon de vous accrocher encore plus ? Mais si elle passait tout ce temps-là avec ses clients, il lui faudrait quand même beaucoup de temps, je pense. Ah oui, non, là, alors, sur ce point, je suis à peu près sûr de moi, je ne pense pas qu'elle ait ce genre qu'elle fasse ce genre de sortie avec d'autres clients. Je pense que je suis le seul, hein. J'en suis même à peu près certain. Oui, parce que le temps qu'elle passe avec vous, elle pourrait vous dire, bon, voyez, si elle était cynique et juste, enfin même pas cynique, mais après tout, elle est axée sur, elle vous voit en tant que client, point barre, elle pourrait se dire, bon, c'est bien joli, il est sorti, mais peut-être qu'il est en train de dériver vers quelque chose, il attend des choses que je peux pas lui donner, et si elle voulait vous garder juste comme client, elle aurait pu vous dire, bon, moi, on se voit que dans un cadre professionnel. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle accepte, si ce n'est que déjà, elle est bien avec vous? Oui. À mon avis, hein. Voilà, à mon avis. Après, je ne vais pas dire, moi, je ne sais pas, évidemment, je peux pas répondre pour cette jeune femme quant à ses sentiments. Oui, bien voyez. sûr. Alors, il y a des avis très, comment dire, un peu contrastés. Il y a quelqu'un qui dit attention qu'elle ne se serve pas de vous, par exemple, en essayant d'être enceinte pour après vous demander de l'argent. Pratique courante dans certains réseaux. Bon, ça, j'étais pas du tout au courant de ça, mais enfin, bon, Popik dit rassurez-vous, une prostituée est une femme comme les autres, donc elle vous aime. Il y a la version très optimiste, vous voyez. Bon, que le fait que ça soit une femme comme les autres, oui, bien sûr que c'est une femme avant tout. La difficulté pour elle est d'avoir une vie justement intime et une vie amoureuse, et c'est compliqué parce que ne serait-ce que par rapport à la loi, si vous vivez par exemple sous le même toit, vous pouvez être considéré
considéré comme proxénète. Oui. Mais tout ça est très compliqué. Donc avoir une vie amoureuse, avoir une vie affective, c'est très compliqué. Déjà parce que, comme vous dites, si l'homme n'a pas une mentalité de proxénète, c'est terrible pour lui de se dire que la femme qu'il aime continue à exercer cette activité. Et en plus, en vivant sous le même toit, il peut tomber sous le coup de la loi en étant... Vous voyez, donc et moi, il serait hors de question, évidemment, que je touche de sa part le moindre centime de l'argent qu'elle gagne. J'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Et comme je suis plutôt en difficulté financière et vous me disiez tout à l'heure qu'elle pourrait peut-être envisager une autre activité, je ne pense pas parce qu'elle gagne énormément d'argent. Oui, mais c'est bien sûr, j'ai envie de vous dire, si elle n'a pas de formation, n'ayant pas de formation, évidemment que si elle va faire un métier sans formation, elle va perdre beaucoup au niveau revenu. Elle sera au SMIC. Évidemment. Si encore elle a la chance de trouver C'est tout le problème quand on parle de reconversion et autres, c'est que pour celles qui n'ont pas de formation, leur niveau de vie est très 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 bas. C'est clair. Il n'y a pas de comparaison. Là, non, il n'y a pas de comparaison. Plusieurs fois le SMIC à la fin. Sinon, encore un message de Margaret qui dit « Moi, votre histoire ne me choque pas, parce qu'évidemment que ces femmes sont avant tout des femmes elles ont un cœur comme tout le monde et vous pouvez vivre une belle histoire au moins en amitié, de toute façon déjà, mais enfin Margaret qui vous souhaite d'être heureux, et quelqu'un dit chacun manque de cadeaux de la vie, il faut peut-être pas voir plus loin. C'est vrai, pourquoi, moi non plus évidemment que votre histoire ne me choque pas, pourquoi il ne se nourrait pas une histoire, une amitié amoureuse, voire même un amour entre, alors je vous posais la question parce que il y a des hommes qui se leurrent là-dessus, ils tombent amoureux, et puis en fait, on s'aperçoit qu'ils reviennent, mais qu'à chaque fois qu'ils voient une prostituée, c'est toujours il y a toujours de l'argent qui s'échange. Donc dans ces cas-là, elle le considère comme un client. Que lui tombe amoureux, oui, parce qu'il trouve en plus de la sexualité une écoute, parce qu'il y a aussi ce rôle-là, quand même. Il y a humaine chaleureuse, quoi. Voilà. Mais ça n'est pas le cas parce que justement, je reste très très sur ma réserve. Je suis très méfiant de ça, de ne pas moi. De ne pas tomber amoureux à sens unique, quoi. Je reste vraiment très très prudent. Parce que je suis un petit peu cœur d'artichaut, moi, et j'ai été échaudé X fois. Et donc maintenant, d'autant que là, c'est particulièrement délicat. Donc je veux vraiment être sûr de ses sentiments à elle. Pour l'instant, mais si vous voulez, comme vous dites vous-même, vous avez été échaudé par certaines histoires, par des femmes, vous n'aviez pas vu venir, ou vous n'étiez pas dans ce rapport tarifé dès le départ, puisque et finalement, on peut avoir le sentiment parfois de s'être fait avoir. Donc dans la vie, de toute façon, il y a des choses qui s'échangent, et parfois on peut se faire avoir. Donc c'est vrai que vous prenez un risque, mais j'ai envie de dire elle aussi. Elle aussi, finalement, elle peut aussi, elle peut, si elle est sincère, en partant du principe qu'elle est sincère, elle peut aussi s'interroger sur la façon dont vous la considérez, dans la façon dont vous la voyez, elle. Et ce que vous attendez d'elle. Parce qu'après tout, si elle est sincère et qu'elle a un attachement pour vous, je ne parle pas encore de sentiments amoureux, elle peut se dire, finalement, il voit en moi la prostituée, qu'il essaye de conquérir, et c'est un grand classique, quand même. C'est vrai, effectivement, oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, il y a vos doutes, c'est-à-dire que vous partez sur des... c'est-à-dire qu'après tout, si vous êtes amoureux d'elle, si vous êtes en train de tomber amoureux d'elle, et c'est pour ça que l'idée du week-end me paraît pas mal, mais aussi de lui dire ce que vous ressentez pour elle. Oui, voilà. Le but du week-end, c'est qu'on puisse longuement parler tous les deux. Voilà. Moi, je pense que là, il faut vraiment ouvrir votre cœur, lui parler de ce que... Exactement. Parce que vous verrez aussi à sa réaction, quand même, des choses. Oui. Voyez, soit elle va vous dire peut-être... parce que... au pire que c'est pas partagé, qu'elle se sent bien avec vous, mais qu'elle n'est pas amoureuse. Au mieux qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose. Vous verrez bien. Elle en est déjà à ce premier stade. Je vous dis, en plus, je suis un peu un charmeur, donc je vois bien qu'elle est sous mon charme. Mais peut-être qu'elle cherche simplement une épaule. Elle peut chercher, voilà. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, moi je me souviens de cette dame qui m'appelait, qui s'appelait Janine, d'ailleurs, que j'embrasse si elle écoute. Elle me parlait quand même. Elle dit, c'est un métier où il y a une très grande solitude. Oui. Il y a beaucoup de solitude parce que même pour celles qui ont des enfants, c'est difficile de vivre dans le secret comme ça. Oui, et puis c'est très lourd, et puis souvent il n'y a pas de vie affective à côté. Oui. Parce que déjà c'est très compliqué quand la sexualité, le sexe est son instrument de travail, de pouvoir avoir une sexualité où on est
c'est un peu schizophrène. Enfin, c'est où on est coupé de ça, où on peut à nouveau se sentir femme et que ça soit pas de ressentir du désir, du plaisir, parce que le fantasme des hommes qui est que les prostituées exercent ce métier parce qu'elles aiment ça, bah oui, ça leur fait bien plaisir à eux, mais bon, on est en pleine illusion. C'est rare qu'une prostituée dise ah oui, moi je fais ça parce que j'adore le sexe. Hein. Oui, non, c'est Bon. pas ce point-là. Bon, disons qu'elle ne déteste pas non plus, évidemment. Hein, mais C'est un moyen de gagner leur vie. Voilà. C'est un moyen de gagner leur vie. Ne nous leurrons pas. Évidemment, si elle pouvait s'en passer, c'est clair, oui. Donc après je dirais que vous aussi vous avez, parce que vous avancez à petits pas sur la pointe des pieds, mais après tout elle aussi, parce que si elle est sincère, elle peut se demander ce que vous lui voulez aussi. Oui, vous avez parfaitement raison. Et j'avais absolument pas pensé à ça, oui. Et puis alors. Bon, vous partez en week-end ensemble et puis vous pourrez me rappeler pour me dire ce qu'il en est, comment ça évolue. Pour voir justement, parce que après, les questions que vous vous posez par rapport à la suite, je comprends tout à fait. Mais n'anticipons pas trop, voyez déjà un peu. On établit vraiment une relation, comment on en parlera. Ça sera un secret lourd à porter, je ne peux pas dire ça à mon fils. Non, mais ça ne regarde pas votre fils, vous avez raison, ça ne regarde. Parce que après tout, alors, on ne raconte pas dans quelles circonstances. Oui, mais c'est votre histoire. On ne raconte pas. Bon, imaginons, je vais prendre un autre exemple. Vous rencontrez, dans le cas de la sexualité, vous auriez rencontré une femme en allant dans un club libertin. Oui. Vous avez des relations avec elle dans le cadre d'une soirée, vous vous revoyez à plusieurs reprises, vous tombez amoureux l'un de l'autre. Vous n'allez pas dire non plus, et une histoire se construit, est-ce que vous iriez dire à votre fils, ah oui, voilà, je te présente, je sais pas, Camille, qui elle est merveilleuse, c'est la femme de ma vie, je l'aime, je l'ai rencontrée dans un club libertin. Non mais vous voyez, c'est bon, là, oui, vous n'allez pas dire, ça vous concerne vous, c'est votre histoire. Oui. Quand ça met en jeu comme ça la sexualité, peu importe comment vous l'avez rencontrée, c'est. Oui, c'est vrai. On peut faire l'impasse sur c'est plus. Oui, vous pouvez faire l'impasse sur ça. Après, si elle continue à exercer autre, je comprends que ça soit plus difficile. Mais à ce moment-là, si vous construisez une relation, si ça évolue comme vous le souhaitez, et ce que je vous souhaite. Oui. Et parce qu'il y a Brigitte qui dit effectivement, est-ce que vous pourriez le supporter si elle ne change pas de métier ? C'est pour ça que je vous appelle en fait. Bon, on verra une autre fois. Parce que moi j'ai pas envie d'anticiper. Non mais vraiment, c'est pas. Voyez, je botte pas en touche là. Genre, je vous dis vraiment, n'allons pas trop vite en besogne. Je vous suis. Je trouve que l'idée du week-end, oui, c'est une excellente idée. Construisez, vous allez voir ce qu'il en est, s'il y a une réciprocité. Et à ce moment-là. Oui, je vous encourage, bien sûr, rappelez-moi, je serai tout à fait disposée à en parler avec vous, bien volontiers. Ah c'est très gentil. Alors il y a Lilia qui dit, moi je trouve votre histoire belle et romanesque, néanmoins désolée d'être un peu pragmatique, pour le moment, restez couverts. Bon, oui, mais ça va de soi avec chaque nouvelle rencontre, hein, bien sûr, c'est important. Voilà, pas non plus être foufou. Bien. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et puis n'hésitez pas à me rappeler pour me dire où vous en êtes. Je vous remercie de vos conseils, de votre écoute et puis de m'avoir suggéré ce qu'elle peut ressentir effectivement. Oui, je pense, je pense que pour elle aussi c'est compliqué. Oui. Au revoir Georges. Merci, bonne soirée. Au revoir. Ah, j'ai un peu ripé sur la fin, mais bon. Allez, bonsoir Stéphane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors déjà, je vous remercie tout à l'heure pour les Doors, parce que ça c'est vraiment mon truc. Écoutez, Fabrice aussi, il était comme un fou dessus. Oui, non mais je comprends. Il y a Belle Plaisance aussi qui a envoyé un petit SMS pour dire j'adore, il faudrait nous le mettre plus souvent. Ça on laisse pas les Doors. Hein. C'est bien. Jim Morrison, c'était c'est quelqu'un. Ouais, bon, ça change de vos 78 tours, mon cher Stéphane. Oui, Caroline. C'est pas mal, aussi. Oui. D'ailleurs. Est-ce que vous nous avez déniché d'autres petites merveilles ? Alors là, je vous ai déniché un morceau qui est d'époque. Oui. Même si on a eu le printemps très tard cette année. De quelle époque ? Alors c'est un 78 tours des années 1920. Oui. Le titre c'est quand refleuriront les lilas blancs. Ah oui, ça y est, ils sont déjà fanés les lilas. C'est un peu passé. J'adore ces fleurs, mais en même temps, c'est vrai que malheureusement, elles fanent très vite. Voilà. Donc je suis un petit peu en retard.
Mais vous l'avez alors en 78 tours? Ah oui, je vais vous le passer tout de suite. Il suffit de demander. Je vais faire un petit peu vite. Vous faites des soirées, vous devriez faire des soirées karaoké sur les 78 tours. Ah ben, je fais des soirées gramophones entre copains. Ça leur plaît beaucoup d'ailleurs. Ah oui, vous faites avec vos copains des soirées gramophones? Oui, oui. Mais bon, c'est moi qui me tape toujours pour remonter le phono, quoi. C'est pas eux qui le font. Soirée, on remonte le temps. C'est drôle. Et alors, ils tiennent combien de temps, vos copains? Non, je leur fais pas quand même. Vous la faites pas 2 heures, j'imagine. Non. Bon, ça les fait marrer un quart d'heure, une demi-heure, c'est bon. Oui, parce qu'après, vous faites soirée gramophone, soirée diapo, et vous avez plus de copains au bout du compte. Quoi. Exactement, voilà. Maintenant, on a changé d'époque. Mais moi, je suis assez passéiste, hein, moi, je vais vous dire. Oui. J'ai cru comprendre, hein. Oui, même dans les. Moi, j'aime beaucoup les vieilles motos, tout ce qui est Norton et tout ça. Je conduis pas. Avec mon handicap, c'est pas possible, hein. Oui, vous pouvez pas. Oui, forcément. Mais j'aime beaucoup les Norton, les Triumph, les vieilles motos anglaises où on avait plein de cambouis partout. Oh, c'était bien. Et les vieilles voitures, c'est pareil, hein. Pareil. Elles ont maintenant un charme fou, même des vieilles, même de celles qui datent des années 50, 60, alors qu'à ce moment-là, bon, quand on les voit maintenant passer, on en voit quelques-unes. Même chez moi, dans ma rue, là, il y a une vieille 4L qui est pleine d'autocollants, pleine de, et franchement, je la regarde avec une tendresse, alors qu'à ce moment-là, les 4L, il y en avait plein, on n'y faisait pas attention, quoi. On n'y faisait pas attention, mais là, tout d'un coup, au milieu des formes actuelles, c'est des bouffées de nostalgie, je vous comprends. Les vieilles tractions. C'est magnifique, oui. Ça, c'est magnifique, oui, bien sûr. Si j'avais eu le bonheur de conduire, c'est ce que je me serais trouvé. Ah oui, une traction. Une traction, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Ou la 11 ou la 15 chevaux. La 15 est mieux, il y a 6 cylindres, c'est mieux. Vous êtes monté déjà dans une traction, une vieille? Ah oui. Ah, mais dans une 11. J'aurais bien voulu monter dans une 15, mais je suis monté dans une 11. Bon, avis aux amateurs, hein, si vous avez une traction 15, vous amenez notre cher Stéphane faire un petit tour et il vous fera une soirée 78 tours. Hein. Voilà, écoutez Caroline, je vais pas me faire long. Allez-y. Je vais vous envoyer tout ça. Donc on est bien sur Europe 1, on signale aux auditeurs si jamais... En quelle année? Alors en 1920 à peu près. Allez, donc c'est parti. là, on va être en 1920, là, donc on est parti pour le... Donc là, il s'en va. Non, il y a eu un faux départ. Il faut que ça chauffe un peu. Hein, c'est l'inconvénient du direct. Hein. Bien sûr, non mais attendez. Bon, quand refleuriront les lilas... Blanc, il faut préciser, c'est vrai. Oui. Bon, donc... Allez, on fait un petit deuxième essai. Le truc. Parce que là, j'ai fait une... Je peux vous dire que mon Fabrice, mon Fafa, il est concentré là. Hein. Et c'est parti. Vous êtes bien sur Europe numéro 1, nous sommes en 1920. Et voilà. Bravo. Écoutez, alors vraiment, c'est celle que j'ai préférée, moi, parce que je trouve que le son est très bon. On entend bien vraiment les paroles. Je trouve pourtant, super. Vous savez, c'est des matrices qui ne sont pas électriques. C'est-à-dire que à l'époque, les gens et l'orchestre parlaient. Enfin, le chanteur chantait dans des gros pavillons. Oui. Les orchestres aussi jouaient dans des pavillons énormes. Tous les instruments jouaient dans des pavillons énormes. Et le saphir enregistrait comme ça. Il n'y avait pas de matrice électrique à l'époque.
D'accord. Hein, Mais c'est pourtant, franchement, là, mais ça m'amuse toujours de penser quelqu'un qui, je sais pas, à ce moment-là, il rentre dans son véhicule, dans son auto, dans son truc, il se branche sur Europe 1. Oui. Et là, il se dit, mais c'est pas possible, je suis gouré de fréquences. Mais vous savez que ce phono-là que j'ai, à l'époque, c'était, comme on dirait péjorativement maintenant, c'est les bourgeois qui avaient ça. C'était très cher à l'époque. Oui, mais... C'était, c'est vrai, vous avez raison, il n'y avait pas ça dans toutes les familles. Hein. Ah non. Oui. Il n'y avait même pas la TSF d'ailleurs, et les phonos encore moins. Et alors, écoutez, et les auditeurs d'Europe 1 sont toujours sous le charme. Hein. Je vais vous lire les messages qui arrivent. Ah oui, il y a Granate qui dit « Oh, c'est charmant, c'est l'époque de ma maman, vraiment bisous à tous. » Il y a Brigitte qui dit « C'est très joli. » Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très joli. On l'aurait bien écouté en buvant un petit verre de vin blanc, là, comme ça, au frais. En fait, c'est vrai que c'était charmant. Vraiment, c'est celui qui me plaît le plus, moi. Il y a Ninon qui dit « C'est toujours un plaisir de vous entendre, mon cher Stéphane La Manivelle. » Et puis, il y a Alexandre qui dit « Europe 1 peut vraiment compter sur vous, Stéphane, pour remonter tous ces grands titres français. C'est toujours un plaisir de l'écouter et de découvrir ces grands morceaux de notre patrimoine. » Il y a Guillaume de Bayeux qui dit « Moi aussi, avec vous, je remonte le temps. Parce que je vous écoute sur les grandes ondes avec un vieux poste TSF des années 50 que j'ai trouvé dans une foire au grenier. Oh, je savais même pas qu'on pouvait... C'est génial, ça. » Ouais, écoutez... Moi, je voulais pas. Et vous voyez, je reçois Paul à l'instant m'apporte un mail de Maya qui dit qu'est-ce que j'aime ces interventions. À chaque fois, c'est vraiment un grand plaisir. Et pourtant, je n'ai que 20 ans, dit Maya. Ah bon? Ouais, mais c'est super que des jeunes soient sensibles. Parce que je voyais Paul là, il était dégoûté. Là, j'étais là. Il disait qu'est-ce que c'est. Eh ben voilà, Maya elle a 20 ans et elle adore ce moment-là. Et puis il y a Katou qui dit mon vœu est réalisé. J'espérais au début de l'émission, je me disais pourvu qu'on entende Stéphane et ses musiques d'antan plus ses horloges pour rire un bon moment. Eh ben c'est fait, c'est merveilleux. Merci à vous. Puis il y a Margaret qui dit vraiment toute mon amitié à notre ami Stéphane quand refleuriront les lilas blancs. C'était Red Acker qui chantait cette chanson. Exactement. Oui. Et puis Brigitte qui dit moi c'est un bonheur d'entendre Stéphane, mais pourquoi vous le faites pas passer à l'heure des carillons? Bah ouais, c'est ce que je me suis dit, on va peut-être essayer au dernier moment, comme ça on aura 1 heure. Mais bon, là ça n'a pas été calé. Écoutez, on a eu les lilas blancs et c'était vraiment, à chaque fois c'est un moment de bonheur. Donc vous nous dénichez un autre petit trésor. Oui, bah écoutez, on n'a pas dit notre dernier mot, mon cher Stéphane. On compte sur vous. Bien sûr, non mais je vais essayer. J'en ai plein encore. Un prochain dimanche alors. Voilà. Je vous embrasse. J'en ai plein. Je vais essayer moi, celui-là vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé, je sais pas, il y avait une atmosphère. Vraiment, merci. Ah bah écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et écoutez, Caroline, je salue toute votre équipe. Je salue tous les auditeurs aussi. Ah oui, vous leur avez fait plaisir, vraiment. Écoutez, je leur ai fait plaisir. On se dit à bientôt alors. Ça me fait plaisir de leur avoir fait plaisir. Je vous embrasse. Avec vous, les dimanches ont une saveur particulière, mon cher Stéphane. Merci. Vous êtes gentil, vraiment, vous qui aviez tant le blues comme ça quand vous étiez petit garçon et que vous partiez rejoindre votre internat, vraiment, vous mettez à chaque fois de la gaieté et de la bonne humeur dans nos dimanches. Ça m'aide un peu. J'aime bien mettre de la bonne humeur comme ça. Ça me fait plaisir aussi. Et il y a Poupi qui dit j'adore les lilas. Et c'est vrai que je suis particulièrement touchée parce que je viens de finir le dernier livre de Maryse Vaillant, qui était une merveilleuse psychologue clinicienne. Oui. Et je l'ai pas connue en tant que femme, mais je pense que c'était quelqu'un aussi de très bien en tout cas et qui malheureusement s'est éteinte cet hiver. Et son dernier livre est sur les voir refleurir les lilas. J'ai plus le titre exact parce que pourtant je viens de le terminer, mais c'est son dernier livre. Il est merveilleux et où elle parle de ça. Elle dit justement, elle espère à chaque saison comme ça voir refleurir les lilas. Malheureusement, elle n'aura pas vu refleurir ces lilas-là, mais j'ai vraiment pensé à elle parce que c'est bon. Il y a vraiment quelque chose, une sensibilité, une atmosphère particulière. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un dernier SMS, c'est drôle, qui dit Georges Lang n'a qu'à bien se tenir, c'est sûr, c'est pas lui, toute mon amitié, je l'ai rencontré et c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de talent et qui est humainement très bien, mais c'est vrai qu'il a qu'à bien se tenir parce que, c'est pas sur Roteleux qu'on entend comme ça ces disques-là. Je vous embrasse. Je suis bien content de vous avoir eu et honnêtement à toute l'équipe, tous les auditeurs, la technique aussi.
Je le remercie. Ah ben, et la technique surtout, hein, parce que je veux dire, Fafa, il était concentré. Je vous embrasse, Stéphane. À bientôt. Hein. Au À revoir, bientôt. Caroline. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Il y a Catherine qui dit moi cette chanson me touche beaucoup parce que mon grand-père l'a chantée souvent. Alors merci du fond du cœur Stéphane d'avoir passé cette chanson. Bonsoir Tatiana. Oui, bonsoir, bonjour Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle de l'île de la Réunion. Ah mais décidément l'île de la Réunion est à l'honneur. Je salue tous nos amis qui se trouvent en ce moment à l'île de la Réunion. Merci d'avoir appelé à cette heure avancée de la nuit. Je crois que vous vouliez réagir sur le témoignage de Bruno qui Voilà, je vous écoute tous les jours. Je trouve votre émission très 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 intéressante. Merci, c'est gentil. Et justement, j'ai écouté Bruno avec son mal-être de son enfance. Oui. Etc. Bon, voilà. Bon, et Bruno dit qu'à La Réunion, c'est tabou. On ne peut pas contrôler, aller voir un psychiatre. C'est un peu la honte. On va pouvoir dire il est fou, etc. Non, c'est faux. La Réunion a beaucoup changé. Il ne faut pas qu'il voit sous cet angle-là. Parce que nous avons des centres de CMP. Oui, parce que c'est la France. Enfin, je veux dire, donc je me dis, il y a les mêmes dispositifs de soins qu'en métropole. Exactement, des centres médicaux, psychologiques. Oui. Parce que moi-même, je fais beaucoup la neuropsie. Je suis une infirmière anesthésiste, mais j'adore tellement la neuropsie que je préfère toujours y aller travailler dans ces structures. Oui. Et moi, je pense que Bruno, il a besoin d'écoute. Ah oui, oui. Parce que pour vous appeler si loin, c'est que vraiment que ça va pas. Oui, il n'y a pas de radio. Je me demandais, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de libre antenne comme ça qui se fait. Il y en a. Il y a une radio vraiment qui est vraiment à l'écoute des gens. Oui. Mais du moment où on reconnaît la voix de la personne, et comme on dit à La Réunion, il faut apprendre, il faut retenir à La Réunion, c'est l'a dit la fait entre voisins. Dès qu'on reconnaît la voix de quelqu'un sur une radio, tout le monde le sait. Ah oui, je comprends. Voilà. Donc pour parler de lui de façon aussi intime, évidemment, il n'a pas envie que tout le monde... Voilà. Justement, parce que c'est le problème un peu sur les dès qu'on est sur ce côté ilien, c'est-à-dire tout se sait, peut-être qu'il craint aussi les CMP, comme on dit qu'il y a les structures, mais que quelqu'un le voit, le rapporte, c'est ça, c'est plus compliqué de consulter, c'est pas dans la culture. Mais justement, le CMP reste plus discret. Parce que ce sont des centres placés qui ne sont pas dans les grandes villes, qui vont être légèrement retirés. Donc, j'ignore dans quelle ville il habite à La Réunion, mais chaque ville a un CMP. Donc, il suffirait qu'il passe par son médecin traitant, qui lui fera une ordonnance et qui va le diriger au CMP. C'est discret. Nous avons aussi des infirmières sur place pour les entretiens et aussi des psychiatres. Oui. Voilà. Oui. Et puis, bon, là... Après, on vu son état, ce qu'il va, on va dire, déballer son sac. Il va avoir son traitement adapté, mais ça passe vraiment plus qu'inaperçu que d'aller prendre directement un rendez-vous à un psychiatre personnel. Voilà. Oui, c'est plus confidentiel, paradoxalement, vous dites, d'aller dans un centre. Voilà, c'est plus confidentiel. Et puis la façon dont vous y travaillez, vous, c'est ça? Vous êtes infirmière? Oui, je suis une infirmière anesthésiste, mais je préférais rester dans ce domaine. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup d'attentes comme ici, comme en métropole, parce qu'en métropole, c'est très bien, les centres existent aussi, les CMP. Parfois, il y a des délais d'attente un peu longs. C'est le problème, c'est sectorisé. Non, chez vous, non. Non. Bon, alors c'est d'autant mieux. Rapide et selon le cas. Oui, non, ça reste assez rapide. Et dès qu'on ne peut pas voir un psychiatre tout de suite, on est présentement pour une infirmière qui va commencer à faire les entretiens. D'accord.
Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler de si loin pour nous donner ces renseignements. J'espère vraiment que Bruno est encore à l'écoute, puisqu'il nous disait qu'il aimait l'émission, il écoutait. Donc j'espère que ça va, outre le fait d'avoir parlé, mais aussi de vous entendre parler des CMP, ça va le réconforter et faire en sorte qu'il fasse cette démarche. Parce que comme vous le dites, on le sentait vraiment très mal, très malheureux. Oui, bien sûr, parce que bon... le fait aussi de rentrer dans l'alcool, il faut que Bruno aussi m'écoute. Ce n'est pas une bonne chose. L'alcool réveille le stress. Oui. Et puis, bon, qu'il n'oublie pas qu'il a aussi une vie de famille, un enfant de 13 ans. Oui. Et il risque de tout perdre. Il se détruit. Et donc, il faut qu'il réagisse, qu'il fasse vite, qu'il aille voir son médecin traitant, qu'il le dirige vers le CMP de sa ville. Voilà, c'est en discrétion. Il va rentrer, personne ne va s'en rendre compte, mais qu'est-ce qu'il va faire Parce que déjà, les pancartes ne sont pas vraiment affichées. Oui, c'est Quand discret. moi, j'en parle aux gens, dirige-toi vers un CMP. Et ben, on me dit, mais c'est où Mais voilà, il n'y a pas de grande pancarte. Non. C'est vraiment parce que ça reste relativement confidentiel. Merci beaucoup. Voilà. Merci Tatiana d'avoir veillé aussi tard pour nous donner toutes ces informations. Ah oui, j'écoute jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis bravo aussi pour votre émission. J'adore. C'est très gentil, merci. Tous les jours. Ah oui, bon, vous couchez tard. Dites-moi comment vous faites le matin pour les consultations. Oui, je couche tard. Oui, vous êtes une couche tard. Bon. Oui. Non, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pas m'empêcher d'écouter. Merci d'avoir participé ce soir. Je vous embrasse, Tatiana. Au revoir. Eh bien, moi aussi, Caroline. Et que Bruno, j'espère qu'il est à l'écoute et qu'il se prenne en charge le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci pour lui. Au revoir. Au revoir, Tatiana. Et tous vos messages, vous avez vraiment aimé l'intervention de Stéphane et quand refleurieront les lilas blancs. Marie-Do me dit, même au Québec, on a apprécié vraiment cette intervention et cette chanson. Francky qui dit, merci beaucoup pour ce passage. Je dois attendre le dimanche, je suis moi-même malvoyant. J'ai également des 33 et 45 tours et pourtant je n'ai que 28 ans. Merci beaucoup à Stéphane. Florence dit, revenez Stéphane, on vous adore. Il y a Violaine qui dit, est-ce qu'il aura en magasin les roses blanches de Bert Silva? Quelqu'un me dit, ça me rappelle les soirées avec mes parents le samedi soir devant le tourne-disque. Et puis un petit message aussi, Olivier, lui, il aurait bien aimé qu'on lui passe la musique de Pretty Woman. C'est après avoir entendu Georges. Je vous embrasse, très belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1. Il est maintenant 1h, l'heure du flash, présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.